Bon, eh bien voilà l'étendue du désastre du boucol de du mois de février. Comme vous pouvez voir, je me suis encore bien lâchée. Bonjour et bienvenue à tous sur Caro Magic Books. On se retrouve donc aujourd'hui pour le boucol du mois de février. Alors, il y a eu pas mal de réceptions, puisqu'il y a plein de partenariats qui se sont mis en place. Et puis, il y a eu un petit peu la Saint-Valentin aussi, des restants de cadeaux d'anniversaire. Et puis, il y avait beaucoup de soldes au niveau des genre Momox, enfin des plateformes de revente de livres d'occasion. Ils faisaient pas mal de soldes, donc je me suis un petit peu lâchée. Bon, on va dire qu'en mars, ça va être plus calme, que je vais un petit peu quand même me lâcher un peu moins, ce serait pas plus mal. Et je vous propose de commencer tout de suite avec les services presse que j'ai reçus. Alors, le tout premier service presse que j'ai reçu est arrivé dans une boîte en carton. Je sais pas si je peux vous montrer, c'est marqué Vie ma halle. Une très belle réception, hop là, avec le livre dedans. Et puis plein de petits goodies. L'œuf de Tangle Mort. C'est un petit peu les goodies que j'ai eu avec. Le Vimal, c'est pour que vive. C'est la devise d'une famille en fait, enfin d'un roi. Voilà. Elle m'a mis une pierre. Alors par contre, je ne sais pas du tout. Il faudrait que je regarde. J'ai un livre sur les cristaux comme ça pour savoir d'où elle vient. Enfin, quelle pierre c'est. Par contre, je vais peut-être la poser. Je sais pas. Bon, je vais la mettre par terre. Au moins, c'est sûr que là, elle tombera pas. Voilà, c'est super bien présenté. Et puis, on avait en plus une très très belle carte avec, qui est juste magnifique. Alors, en fait, ce livre, je l'ai lu il y a plusieurs années de ça. C'est une série de fantasy d'Azael Jalil. Voilà, c'est en 4 tomes et on se contactait mais juste sur Facebook. Et puis là, c'est vrai que j'attendais qu'il écrive parce qu'il termine son dernier roman. Ça clôt à un arc narratif, on va dire, mais j'avais tout lu en numérique, hein. Mais ça relance sur d'autres choses. Donc c'est un petit peu frustrant. Et puis là, ils ont fondé la Ligue de Libraginaire qu'on voit ici avec une autre autrice. Et puis on a repris contact. Et ils m'ont envoyé cette très belle box, donc avec cette pierre, avec cette carte, ce marque-page. Voilà, on est vraiment, c'est une série d'Heroic Fantasy qui était en auto-édité, enfin qui est toujours en auto-édité, que j'ai vraiment adoré. Donc ça va être une relecture. J'ai hâte de m'y replonger. Puis peut-être de les relire un par un pour avoir la suite, parce que je pense que je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir le prochain tome, le prochain arc narratif, pardon. Mais en tout cas, ça me tente beaucoup. On va parler voilà, d'un empire qui est envahi par une espèce de créature mi-homme, mi-bête, qui évidemment va étendre sa tyrannie sur le peuple. On va suivre plusieurs aventuriers, enfin une princesse, un voleur, une sorte de prêtre, un prêtre un petit peu spécial. C'est-à-dire qu'il se transforme en berserker par moment, hein, il devient fou, il est animé par la rage de la bataille. C'est un personnage assez truculent. On va avoir aussi le rescapé d'une sorte de monastère qui a été détruit. On va avoir, je crois que c'est un nain, on a un géant, mais un géant cette fois avec une vue d'une autre façon, c'est un peuple, alors non, c'est pas un peuple intelligent. Lui malheureusement fait partie des géants qui ont une intelligence par rapport aux autres, et du coup il n'a jamais trouvé sa place parmi les siens, et ils vont se mettre à la recherche de ce fameux œuf pour pouvoir mettre fin à la tyrannie de celui qui a envahi le royaume. C'était vraiment très prenant, j'avais vraiment beaucoup aimé cette Heroic Fantasy, et j'ai hâte de découvrir la suite. Je vais vous parler de mes cadeaux que j'ai reçus aussi. Alors, là, je remercie Elodie de la chaîne Ingrid la lectrice qui m'a fait ce très très beau cadeau, qui est le tome 3 des Corums de Niaxa, l'oiseau chanteur et le cœur de pierre de Carissa Bouralben aux super éditions Lost Kingdom de Bookmark.
Voilà, en fait, moi, le livre, je l'avais repéré, il devait sortir normalement au mois de janvier, et puis tout compte fait, il est sorti que février, puis vers la fin février quand même, donc fallait être patient. Mais souvent, Bookmark, ils se trompent un petit peu dans leur sortie. Donc le voici. Il est vraiment très beau. Alors, j'ai toujours pas lu les 2 premiers parce qu'en fait, je pensais qu'il y avait 2 tomes à la base. Sauf que, en fait, on a une duologie où on a les mêmes personnages et là, ça va être une autre duologie. Je sais pas combien ils vont en faire, mais bon, pas trop. J'espère quand même qu'on puisse réussir à suivre parce que, bon, ils sont très beaux, mais c'est vrai qu'ils sont pas donnés, mais ils sont vraiment très très beaux. Il y a des illustrations à l'intérieur. Voilà. Alors, je sais que dans les 2 premiers, on a une histoire de vampires et d'épreuves. Bon, ça a l'air très très bien. J'espère que je vais aimer quand même. Mais ouais, j'aime beaucoup. J'aurais voulu vous montrer une illustration, mais elles sont pas forcément... Mais sans vous mettre une illustration qui spoil non plus, qui me spoil pas non plus. Ouais, vous avez des illustrations comme ça en noir et blanc entre deux, c'est vraiment magnifique. Mon mari m'a offert, alors d'abord, pour la Saint-Valentin, ce superbe roman The Sword of Kagan de M.L. Wang, qui a été traduit par Emmanuel de Chasselaire. J'en avais parlé aussi lors des sorties du mois de février, c'est chez Calix. Bon, alors après, je sais que tout le monde n'aime pas forcément leur jaspage, sachant en tout cas que, bon, celui-là c'est un one-shot déjà, et qu'ils vont les sortir après en poche, puisque c'est j'ai lu. Donc, voilà, on va les retrouver en poche quand même. Celui-là me tentait beaucoup. On va être dans une histoire d'inspiration évidemment asiatique, où on va suivre des guerriers qui vivent en paix en haut d'une montagne jusqu'au jour où ils sont attaqués et vont devoir à nouveau se battre. Il paraît que j'ai vu que de bons retours. La carte est sublime à l'intérieur. J'ai vu que de bons retours sur ce roman. Il paraît qu'il est très dense, hein, mais je le trouve... bon, il a l'air génial. Je le trouve très beau en plus. Enfin, je suis super contente. Et il m'a offert aussi La Tour des Immortels d'Orlan Grey chez Corrigan. Alors, je lui ai demandé pareil. J'avais dit que j'achetais moins de collector. Mais quand j'ai vu le brochet, je me suis dit non. Là, je vais prendre en collector. Enfin, j'ai pris. Je me suis fait offrir en collector parce que on va suivre donc cette femme qui est la première reine ou impératrice à monter sur le trône de ce monde imaginaire. Donc déjà fait assez rare. Et en plus, la première des choses qu'elle fait, c'est d'abolir l'esclavage. Ce qui ne plaît pas du tout aux autres nobles, évidemment, de ce monde, donc qui décide de comploter contre elle, notamment en lui remettant dans les pattes un de ses anciens amants. Donc moi j'avais quand même l'impression d'un personnage féminin plutôt fort, et là en fait, je vais vous montrer, en fait sur la jaquette on a la couverture du brochet. Et vous comprendrez, je pense, pourquoi j'ai préféré le collector, qui je trouve correspond mieux à l'image que je me fais du personnage. Voilà, on avait ça. Alors, c'est très beau sur la jaquette, hein, c'est sympa. Mais sur le brochet, ça faisait un petit peu... je sais pas, pour moi, ça va pas être de la romantaisie. Enfin, si, il y aura peut-être de la romantaisie, mais le livre est très beau en plus. Mais je vois pas ça comme de la romantaisie. J'ai l'impression d'avoir un personnage féminin quand même assez fort. Et bon, cette jaquette comme ça, enfin, la jaquette est très belle, mais brochée comme ça, avec, bon, ça me tentait moins. Du coup, bah, j'en ai profité, c'était à Saint-Valentin, donc j'ai demandé le relier collector. Voilà, ça c'était pour les cadeaux. Après, il y a les services presse. Alors, les services presse, c'est pareil, j'en ai eu beaucoup. J'en ai eu notamment de chez Bragelonne. Je vais peut-être commencer en partie par Bragelonne, même si ça va un petit peu se mélanger. Bragelonne, j'ai reçu... de leur part déjà, j'étais très surprise, je me suis demandé ce que c'était d'ailleurs dans le colis, parce que c'était tout fin, je me dis ça ne correspond pas vraiment à un livre. En fait, ils ont offert à leur partenaire un petit cahier de carnet, enfin un petit carnet de lecture, je trouve très beau. Bon, moi j'ai fait le mien cette année, mais je me dis bon, pourquoi pas profiter ou peut-être faire des photocopies. Enfin bref, j'étais vraiment très contente. Je sais que Livre Romancienne l'a eu en double, donc elle le faisait gagner sur... je crois que... Je sais pas si le concours est terminé. Elle en faisait gagner un sur son compte Bookstorm. En tout cas, je trouve qu'il y a un cadeau très sympa. J'ai reçu les tomes 1 et 2 du Lion de Macédoine de David Guemel. Donc là, je suis très contente parce que c'est un auteur de fantasy. Voilà, j'ai envie de lire de plus en plus de fantasy, de SF, et bah, j'ai plein de lacunes. Donc j'ai envie de découvrir tous ces grands noms de l'héroïque fantasy. Et j'avoue que là, j'étais super contente quand ils m'ont proposé en service presse. On est dans une Grèce légendaire sous la tyrannie d'un roi démon où les dieux et les créatures des mythes sont réalité. Ça promet. Plus, si j'ai bien compris, c'est une duologie, donc ce ne sera pas une trop longue saga. J'ai reçu aussi l'Arche spatiale de Peter F. Hamilton, Une brèche dans le ciel.
Toujours chez Bragelonne, on va suivre Hazel qui vit dans le Daedalus, une arche spatiale qui navigue entre les étoiles à la recherche d'un nouveau monde depuis 5 siècles. Mais les machines à bord ne pourvoient plus à leurs besoins depuis la mutinerie, matée au terme d'un conflit dévastateur. À présent, avec des ressources limitées, tout le contenu de l'habitat doit être cyclé, y compris les êtres humains. En clair, les gens sont condamnés à mort à l'âge de 65 ans pour le bien commun. Ça me tentait bien. Alors, j'ai vu les premiers retours où ils disaient que c'était assez young adulte quand même. Bon, apparemment, c'est de la SF young adulte. Mais le sachant, je me dis que ça va peut-être aller quand même. Le tome 2 doit bientôt sortir, mais il ne m'avait pas envoyé le tome 1. Et bon, là, mais j'ai pas encore reçu le tome 2 par contre. Toujours en SF et toujours chez Bragelonne, j'ai reçu Mickey Seven, qui, ben, comme vous le voyez là, est au cinéma en ce moment. Voilà, on va suivre Mickey là qui décide de signer un contrat où en fait il peut être, je ne sais plus comment ils disent ça, c'est un consommable. Un employé jetable d'une expédition envoyée coloniser la planète de glace Niflheim. Dès qu'une mission paraît trop dangereuse, c'est à lui qu'on fait appel. À chaque mort, un nouveau corps est régénéré, sa mémoire pratiquement intacte. Au cours d'une mission de routine, Mickey Seven est porté disparu. Le temps qu'il regagne la base, étonnamment aidé par une forme de vie locale, un nouveau clone, Mickey, bon, je ne sais pas si on dit 8 ou 8, occupe déjà son poste. Or, la coexistence de deux consommables est une abomination aux yeux de tous. S'ils sont pris, ils finiront tous les deux dans le recycleur. Alors, ça avait l'air pas mal, j'en ai entendu parler quand il était sorti l'année dernière, et là il le ressorti en semi-poche. Alors, donc avec la couverture, c'est Robert Pattinson hein, qui joue Mickey Seven. Voilà, c'est pareil, c'est un livre qui me tentait beaucoup, donc ça va être l'occasion de le lire. J'en ai encore d'autres de chez Bragelonne. Je vais peut-être pas forcément tout vous faire tout dans le même ordre. Dans un tout autre genre, j'ai reçu Le Grand Épuisement de Nelly Pons aux éditions Actes Sud. Ça, je l'ai reçu dans le cadre de la masse critique Babelio. Le sujet m'intéressait parce que je pense on est tous à un moment de notre vie confrontés à ça. On va tous l'être. Un jour, la narratrice de ce livre n'a plus pu se tenir debout. Épuisement physique, psychique et émotionnel total. Dans cette traversée immobile, elle trouve un puissant moteur de remise en question de nos évidences collectives qui mènent à l'épuisement des êtres, des ressources, des écosystèmes. Sans pathos, ce récit interroge notre capacité à tenir debout dans un monde qui vacille et à y résister. Je trouvais ça très intéressant. On voit cette personne là qui est dans son lit. C'est ce moment où on n'en peut plus, où on a du mal tout simplement à se lever de son lit, à aller de l'avant, où c'est compliqué. Je pense que c'est quelque chose qu'on a tous ressenti, ou qu'on ressentira tous un jour. Voilà, le sujet m'intéressait beaucoup. Ça change de ce que je lis habituellement, mais ça m'intéressait vraiment. Alors, des éditions du Chat Noir, j'en ai reçu 2. Ils nous ont envoyé ce roman... alors, il était en 2 parties et là, ils l'ont réédité en intégrale. Par contre, je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira. C'est Eros Automaton de Clémence Godefroy, qui la couverture est très belle. Et de l'autre côté, vous avez Thanatos Automaton. Alors, pour ceux qui se souviennent encore de leur cours de philo au lycée, Eros et Thanatos, c'était une grosse partie du programme de philo. Ça a peut-être changé depuis, hein, ça remonte. C'est-à-dire d'un côté l'amour et de l'autre côté Thanatos, c'est la mort. Donc, apparemment, on va suivre des dieux et en même temps, on va être dans un univers assez steampunk. Je trouve que l'intégrale est vraiment très très belle. Je trouve la couverture vraiment super. Puis le fait qu'elle puisse être retournée, en plus, je trouve ça vraiment très beau. Ça ressemble vraiment à une carte. Et puis voilà, avec ces deux opposés. Je me souviens plus de mes cours de philo, je détestais ça de toute façon. Mais voilà, en tout cas, voilà, merci aux éditions du Chat Noir. Et puis, ils nous ont envoyé aussi la dernière novella de Magali Lefebvre, qui avait écrit Bad Queen, qui était une réécriture de La méchante reine de Blanche-Neige. Et là, c'est Les Nuits envolées. Donc, on est vraiment dans un récit d'ambiance gothique, où on suit Cyrine, dont il n'y a pas longtemps qu'elle est mariée, mais son mari, faisant partie de l'armée, a rejoint l'armée napoléonienne en 1812. Ils vont se battre essayer d'envahir la Russie. Et elle commence à être prise d'insomnie de plus en plus importante et elle erre un peu dans les couloirs de la maison qu'elle habite avec ses beaux-parents, dans la forêt où elle a vécu plein de choses avec son mari. Ils se connaissent depuis l'enfance, ils sont très amoureux. Et on va être dans quelque chose aussi de fantastique, d'assez onirique, de très mélancolique. Je l'ai lu en une soirée, une nuit, j'ai adoré. J'ai adoré, mais j'aime bien ce genre d'ambiance. Et je vous en reparlerai lors d'un point lecture. J'ai reçu aussi de Pascal Marmé directement 11 cahiers aux éditions des livres et du rêve. Là, apparemment, on va être sur... des personnes qui vont hériter de 11 cahiers et ça va mener une journaliste de mode et un directeur de théâtre au cœur d'une enquête déroutante au nom de la vérité.
un thriller intense jusqu'à la délivrance finale. Donc à voir. Pascal Marmé, j'avais lu sa série avec le commandant Chanel, que j'avais beaucoup aimé. Ici, ce ne sera pas le commandant Chanel, mais bon, le petit marque-page. Donc c'est... mais bon, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors oui, une des bonnes nouvelles, là j'ai encore eu pas mal de bonnes nouvelles, des nouveaux partenariats qui vont encore se mettre en place, notamment avec les éditions de L'Homme sans nom, HSN. Pour l'instant, je n'ai pas reçu leur prochaine parution. C'est vrai que l'année dernière, on les avait peu vus sur les réseaux. Et cette année, ben, ils reviennent en force. Ils ont mis en place des partenariats. Moi, c'est la première année que j'en fais partie. Donc vraiment, j'en suis super contente parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font. J'avais lu deux journal d'un dieu omniscient, enfin journal intime d'un dieu omniscient, Paternoster de Julia Richard qui était tout simplement génial. Le chant des géants, David Brie, qui était un récit pareil, épique, fantastique, dramatique même, qui était vraiment très très beau. Et voilà, je suis super contente de rejoindre cette maison d'édition voilà, qui fait encore de la littérature de genre et qui est une maison d'édition aussi indépendante. Donc voilà, on a un groupe sur Instagram. Donc je pense que je ne vais pas tarder à recevoir leur prochaine parution. Donc il y a eu eux, il y a eu Fantasma Édition aussi, pour lesquels j'ai postulé, qui est une petite émeu aussi, qui a démarré l'année dernière, l'année dernière ou il y a 2 ans. Voilà, donc j'ai été retenue aussi, je devrais aussi recevoir une de leurs prochaines parutions. Pareil, on est dans de l'imaginaire, donc c'est vraiment, vraiment super. Syros aussi, qui m'a contactée, pareil, j'attends leur prochaine parution, donc je suis très contente. Et puis j'ai été retenue aussi comme ambassadrice combo pour les éditions d'Argo, donc en BD, et j'ai reçu leur première, enfin une de leurs dernières parutions, qui est Yon de Camille Broutin. Alors c'est un manga mais écrit par une française, donc on est bien dans le même sens, voilà, on est dans le sens de lecture japonais, hein, et je l'ai lu, j'adore. Enfin, j'avais lu les premiers, les extraits, déjà ça m'avait beaucoup plu. On est dans un internat de jeunes filles, vous voyez, elles sont toutes en uniforme. Et bon, on se dit, bon, un internat de jeunes filles, ok. Puis en fait, on se rend compte que vraiment, ces jeunes filles sont assez violentes. Et en même temps, on va suivre cette héroïne, Margot, qui, elle, semble détachée de tout. Elle ne s'occupe pas de ce qui se passe autour d'elle, elle ne fait pas d'histoire, elle n'est pas violente. Elle travaille, bon, elle n'a pas des mauvaises notes, elle travaille à minimum, mais en même temps, elle ne parle à personne, elle ne participe à rien. C'est tout juste si elle mange. Et puis son truc, c'est d'aller notamment se promener dans les parties désaffectées de l'internat, et jusqu'au jour où elle est en train de visiter une de ces parties voilà, où il n'y a plus rien, et d'un seul coup, il y a l'alarme qui sonne. Et c'est là qu'ensuite on plonge dans un monde où tout ce qui est en apparence réel ne l'est pas tant que ça. Il y a vraiment une impression d'étrangeté sur sur ce manga, puisque déjà l'internat est perdu en plein désert. Pourquoi toutes ces jeunes filles ont été mises là? Qu'est-ce qu'elles ont fait pour être mises là? Parce qu'on sent bien que c'est quand même un internat un peu spécial. Et puis cette alarme qui sonne et tout le monde qui fuit parce qu'il y a des choses qui tombent du ciel. Voilà. Je ne vais pas vous en dire plus. Ça, c'est que le tome 1, bon, voilà, ça pose déjà bien les bases. C'était vraiment très prenant. Mais c'est pareil, je vous développerai davantage tout ça dans un autre point lecture. De chez Nemos, j'ai reçu le Golem de pierre de Claire Cross, que j'ai lu aussi le mois dernier, qui est une très belle histoire, qui revisite le mythe du golem d'une façon assez intimiste et très belle, très douce. Je m'attendais voilà, à des combats, à quelque chose d'assez violent. Pas du tout, on est vraiment dans un récit plus intime sur un peu la quête initiatique d'un frère et d'une sœur qui sont jumeaux. Voilà, les golems pour eux n'existent pas, c'est des histoires que leur racontaient leurs grands-parents. Et puis ils vont être un petit peu séparés par la vie, puisque elle, c'est Yaé je crois, elle veut devenir l'apprenti d'un potier, et Almé, lui, il entend les Enda. Les Enda, ce sont des esprits qui sont dans la nature. Donc, de fait, il est obligé de rejoindre une sorte de monastère et devenir moine, de suivre un enseignement, de devenir moine pour, voilà, pour calmer les Enda, pour qu'ils n'attaquent pas les hommes. Et puis, bien sûr, vous doutez bien qu'on va avoir la réapparition de Golem. Alors, je ne vous dis pas comment, c'est pareil, je vous en parlerai davantage dans un point lecture. Toujours en graphique, j'ai reçu de la part de Mangetsu, qui fait partie de Bragelonne, le tome 1 des chefs-d'œuvre de Junji Ito. Voilà, j'avais beaucoup aimé Décapité, donc comme ils m'ont proposé
d'en recevoir un autre, j'ai dit oui tout de suite. Donc j'ai demandé le tome 1. Alors par contre, la première histoire, c'est une histoire qui est déjà dans Décapité. Mais bon, c'est pas grave, les autres par contre sont des histoires que je n'ai jamais lues. Donc c'est l'occasion, j'avais vraiment beaucoup aimé Décapité. Je vous ai pas parlé de celui... Ah non, celui-ci non. On reste chez Bragelonne avec ce magnifique livre voilà, qui va sortir là au mois de mars, qui est Les trois chemins entre les souhaits de Patrick Rofus. Alors en fait, c'est un préquel au Nom du vent. Nom du vent que je n'ai pas lu, que je voulais lire, je voulais l'emprunter à la médiathèque d'ailleurs, puisque ils l'ont, mais j'ai pas eu l'occasion. Et voilà, il sort, il est vraiment très beau, hein. Il y a un signé, Jaspage. Il est très beau. Et en fait, c'est un préquel qui va s'attarder sur un autre personnage qui s'appelle Bast. Alors, ceux qui connaissent, vous allez peut-être pouvoir me dire... ne m'en dites pas trop non plus, mais voilà, vous allez peut-être vous parler davantage. Bon, moi, je me dis, comme c'est un préquel, c'est pas trop gênant si j'ai pas lu Le Nom du vent. De toute façon, Le Nom du vent, il y a 3 tomes de sortie, mais apparemment, c'est pas fini. Il doit y avoir une autre série et... l'auteur, pour l'instant, j'ai eu des commentaires sous mon post, ils disaient, bah oui, on attend la suite. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a des gens aussi qui ont fait remarquer, bon, voilà, vous voyez, le livre n'est pas très gros, il est à 24 €. Après, il y a énormément d'illustrations dedans. C'est vrai qu'il y a vraiment de belles illustrations. Sans trop se spoiler, une illustration du début peut-être. Alors c'est vrai que en plus c'est écrit assez gros, assez large et voilà. Bon, je sais qu'il y a des gens qui ont noté que 24 €, ils ne mettraient pas 24 € dedans, ce que je peux tout à fait comprendre. Après, ceux qui sont fans de la série, je pense qu'évidemment, et puis pour la beauté du livre aussi. Mais voilà, en tout cas, bon, du coup, il sera lu assez rapidement, et puis je vous en reparlerai assez rapidement aussi. Du coup, j'ai déjà réservé Le Nom du vent. Je me dis, si j'ai envie de voilà, d'enchaîner rapidement avec Le Nom du vent, comme ça, je me tiens prête. Toujours chez Bragelonne, j'ai reçu le nouveau roman d'Anthony Ryan, Du marais d'acier noir. C'est le tome 1 de L'âge de la fureur. J'avais lu de cet auteur L'Alliance de fer, les 2 premiers tomes. En fait, je les avais empruntés en médiathèque départementale, les 2 premiers tomes. Le tome 3 est sorti en avril 2024, ils ne l'ont toujours pas. Et je me suis dit, je ne vais pas l'acheter quand même, je n'ai pas les 2 autres tomes. Ils l'ont toujours pas. Par contre, j'ai vu qu'il allait sortir en poche chez Bragelonne en mai. Donc, je me dis, si ça se trouve, je vais l'avoir. Peut-être que Bragelonne me proposera en service presse et je le lirai enfin. Alors, il faut savoir que cette trilogie-là se situe après la trilogie de l'Alliance de Fer. Donc, il peut y avoir peut-être des éléments. Alors, moi, ça m'a pas trop gêné. Ça peut être un petit peu spoilant, mais en même temps, on se doute un peu de la direction que va prendre l'Alliance de Fer. Voilà. Mais voilà. C'est bon, si vous voulez les lire dans l'ordre, lisez l'Alliance de Fer avant, sachant que les 2 premiers tomes sont déjà sortis en poche et que le 3e va sortir en mai. Allez-y quoi. Et franchement, la plume d'Anthony Ryan, j'adore. Là, j'ai été complètement conquise. C'est voilà, c'est de l'héroïque fantasy, vraiment avec bataille, très immersive. Avec des personnages qu'on adore, beaucoup de mystères. Voilà, il y a des moments où ils sont sur la mer, on a l'impression de travailler que sur mer. Il y a des moments où il y a des combats dans une arène. Ensuite, il y a des batailles aussi à coups de hache et d'épée. Alors, l'Alliance de Fer, on était plus dans une ambiance médiévale. Là, on est plus dans une ambiance viking. Comme vous pouvez le voir, de toute façon, avec la hache. Alors, j'aime beaucoup les dessins aussi qui sont mis là. C'est vraiment... c'est un beau bébé, hein, mais ça se lit... Alors, il faut se faire au début au nom, parce que comme c'est d'inspiration viking, il y a des noms, voilà, c'est pas forcément ni les prénoms des personnages, ni les noms des lieux, ni certains objets. C'est pas évident, même s'il y a un glossaire quand même au début. Mais une fois que vous êtes dedans, moi j'ai trouvé ça hyper immersif, j'ai vraiment adoré. Je crois que ça y est, voilà, là, je suis amoureuse de la plume d'Anthony Ryan. Ça, je crois que ça m'a un peu penser un petit peu du coup cette ambiance viking aussi à John Gwynne, que j'ai découvert aussi l'année dernière, que j'avais beaucoup aimé aussi. Alors, celui-ci, c'est une de mes lectures en cours, Le Fils de l'Homme D de Luc Reinhardt aux éditions Aux Forges de Vulcain. Je l'ai reçu dans le cadre de la masse critique Babelio. Alors, normalement, c'était la masse critique Babelio du mois de janvier, je crois. Oui, c'est ça, de janvier, puisque l'autre, c'était février. Et je devais recevoir les épreuves non corrigées, puis le livre n'arrivait pas. Il était même sorti en librairie, et je l'ai reçu quelques jours après qu'il soit sorti en librairie. Et du coup, j'ai pas l'épreuve non corrigée, j'ai la belle version. Alors, j'avais déjà emprunté, parce que c'est plus ou moins une suite de L'Homme D, qui avait beaucoup fait parler de lui quand il était sorti aux États-Unis en début des années 70. Aux Forges de Vulcain l'avait sorti, enfin, il avait déjà été édité par 2 maisons d'édition françaises, je crois. Aux Forges de Vulcain l'avait réédité, avait refait l'année dernière une très belle édition en hardback. Voilà, donc je voulais, du coup, j'avais pas eu le temps de le lire, je l'ai réemprunté à la médiathèque pour pouvoir le lire avant.
Voilà, mais du coup, j'enchaîne celui-ci directement. Alors, je vous en reparlerai lors d'un point lecture. Là, pour l'instant, ça va. Je vous jure que j'y suis allée avec énormément de crainte parce que j'ai vraiment, mais vraiment pas aimé l'homme D. Je vous dirai pourquoi. Voilà, ça se voulait roman subversif. C'était les années 70, hein, c'était les années 60, 70. Voilà, il fallait faire foin de tout, il fallait que ce soit la liberté. C'était, voilà, avec toutes les dérives que ça peut entraîner. Et voilà, en fait, cet homme D, c'est un psychiatre. Alors, c'est Luc Reinhardt. En fait, c'est le pseudonyme d'un auteur qui s'appelle Georges, je ne sais plus comment. Voilà, il a joué un petit peu aussi comme ça avec les codes, parce que l'homme D, c'est Luc Reinhardt. C'est lui aussi le héros du roman L'homme D. Et c'est un psychiatre. Alors, voilà, il gagne très bien sa vie, il a une position confortable socialement, il est marié, 2 enfants, et puis bah, il s'emmerde dans sa vie. Et il décide de confier sa vie au hasard, c'est-à-dire que par exemple, il met plusieurs options qu'il note, et puis il met un numéro devant, et puis avec le lancer de dés, il décide de ce qu'il va faire. Ça va très très loin cette histoire, je peux vous le dire. Et moi, il y a des trucs, franchement, c'est pas passé. Là, en fait, c'est son fils qui va essayer de retrouver son père, de retourner sur les traces de son père. Ça se lit bien. Alors, ça a été écrit, par contre, au début des années 90. Alors, on sent le changement d'époque. Notamment, ce fils de l'homme D est un trader. On est à Wall Street, dans voilà, cette ambiance, au début du livre. Hein. On est vraiment dans cette ambiance Wall Street où faire du pognon, du pognon, du pognon. Alors, fin des années 80, début 90, c'était vraiment ça. On est dans une toute autre ambiance que l'homme D, qui est assez intéressant. L'auteur est décédé en 2020. Ça aurait été intéressant, je pense, que cet auteur écrive comme ça des livres, presque un par génération, pour pouvoir mettre son regard sur chaque génération. Celui-ci, heureusement, me plaît beaucoup plus. Mais je vous en parlerai davantage. J'ai reçu de la part de Nouveau Monde Les Veuves de Pascal Engman. Alors vous avez peut-être entendu parler de cet auteur qui avait sorti l'année dernière Féminicide. Alors c'est pareil, je devais le recevoir, Féminicide. J'ai jamais reçu et bon, je n'ai pas relancé la maison d'édition. Et là ils m'ont recontacté, ils m'ont proposé, bon, j'ai dit oui. C'est un polar suédois, voilà, donc ça me tentait beaucoup. Alors Féminicide, ils vont parler de féminicide. Ici on va parler de terrorisme notamment, même si, alors c'est marqué au tout début, même si quand on lit le début, on n'a pas vraiment l'impression que ça va parler de ça, parce qu'on va suivre vraiment plusieurs personnages, et on va suivre une héroïne récurrente qui apparaissait déjà dans Féminicide, qui est Vanessa Frank, voilà, qui est une policière. Voilà, je l'ai commencé. Franchement, ça se lit très bien. Je l'ai commencé hier, j'ai déjà 118 pages, sachant que je lis Le Fils de l'homme D en même temps. Et ouais, ça se lit tout ça. Il y a longtemps que je n'avais pas lu un policier, donc je suis bien contente de m'y remettre. Et je vous en parlerai aussi plus tard. Alors, de la part des éditions Eldercraft, avec lesquelles je suis aussi partenaire, j'ai reçu Decimus Fête, le talisman des rêves, de Peter Flannery. Sachant que c'est un tome 1, le tome 2 est déjà sorti en anglais. Il ne devrait pas... je vais pas tarder à sortir en français, j'espère, parce que c'est pareil, je vous en reparlerai lors d'un point lecture, mais ouais, j'aurais voulu plus de développement au niveau du world building et au niveau des personnages. On va suivre 2 personnages, Decimus Fête, qui est un... Ouais, c'est un sacré nom. Hein, qui est un sorcier repenti, puisqu'apparemment il a mis sa magie au service des plus riches et pas forcément voilà, des gens qui en avaient le plus besoin. Et voilà, il le regrette, il n'utilise plus sa magie. Voilà, et il aide encore les gens qui en ont vraiment besoin sans se faire payer, mais il ne veut plus utiliser sa magie. Et de l'autre côté, on a le tueur, qui est un chasseur de démons qui travaillait pour l'empereur, mais qui a décidé d'arrêter. On sait qu'il a subi un drame. Et ils vont devoir faire alliance pour aider un couvent où se passent des choses assez mystérieuses. Il y a une épidémie qui affaiblit ses habitants. Et puis alors ça s'arrête, ça revient, il n'y a pas une mort pour le moment, et il y a la mère supérieure qui vient les voir. Alors c'est un couvent très, très bienveillant, c'est-à-dire que c'est eux qui ont recueilli le tueur quand il était au plus bas, qui l'ont soigné quand il a fui l'empereur. Voilà, c'est un couvent où vous pouvez trouver refuge, c'est un refuge pour tout le monde. Voilà, c'est vraiment le couvent dans ce qu'il a de plus positif. Donc c'est pour ça qu'il décide aussi de l'aider. Et puis bon, il y a ce mystérieux talisman, vous voyez, c'est assez court. Alors, le seul truc qui m'a posé un petit peu problème, c'est que c'est marqué... alors, il a écrit aussi Mage de bataille, vous connaissez peut-être, Peter Flannery. Il réalise avec brio une fusion de Sherlock Holmes et du Witcher. Bon, je me suis dit, on parle bien du même livre, parce que pour moi, non. Alors, le tueur, je me suis dit, ouais, peut-être, puisque... Alors, j'ai pas lu The Witcher, j'ai pas vu la série, mais je sais qu'il chasse des démons. Mais
je dirais que c'est le seul point commun avec celui qu'on appelle le tueur dans le roman. Et puis surtout, le tueur est représenté comme un homme à la peau noire. C'est pas le cas du Witcher. Et par contre, Decimus Fett, je vois pas quel rapport il peut avoir avec Sherlock Holmes. Déjà, Sherlock Holmes n'avait pas de pouvoir de sorcellerie. On lui sent pas un sens de la déduction particulièrement incroyable. Donc, je ne sais pas trop, voilà, pourquoi... Je veux dire, ils avaient noté que l'auteur s'était inspiré des univers de Sherlock Holmes et de The Witcher, je veux bien, mais là, dire que c'est un crossover entre ces personnages, non, c'est pas le cas. Je sais que quelqu'un l'a acheté en pensant que c'était vraiment un crossover. J'ai dit, ah non, je dis, c'est pas du tout ça, quoi. C'est bien, ça se lit bien, mais c'est pas, voilà, faut pas s'attendre voilà, un crossover de The Witcher et de Sherlock Holmes. Faut vraiment le lire vraiment pas le lire dans cette optique. Et je trouve ça un peu dommage qu'ils mettent ça sur les quatrièmes de couverture. Bon. Toujours chez Bragelonne, mais j'ai des faux, je crois que c'est chez Big Bang là, c'est même pas noté. Bon, c'est pas noté. J'ai reçu le tome 3, alors c'est je ne sais plus comment c'est le titre de la trilogie, c'est je sais plus le nom de la trilogie. Ça, je sais que c'est le tome 3, c'est Power Unbound. Alors, j'ai hésité parce que c'est de Freya Marske. J'ai hésité parce que j'ai pas lu les 2 premiers, mais en fait, à chaque fois, on suit des personnages différents. Il y a des enquêtes, on est voilà, dans la bonne société, je pense fin 19e, début 20e. Puis des gens vont enquêter. Et il y a toujours une romance aussi dedans. Le premier, c'est une romance MM. Le second, une romance FF. Et là, je pense qu'on va être à nouveau dans une romance MM. Voilà, et on va suivre Lord Hawthorne qui a renoncé à la magie après la mort tragique de sa sœur jumelle et il mène une vie sans histoire. Mais la menace d'un dangereux rituel ayant pour cible tous les magiciens de Grande-Bretagne va le ramener malgré lui à ce monde qu'il a abandonné. Voilà, donc ça a l'air... du coup, je me suis dit, bon, je ne sais pas si j'y serais allée, mais là, comme c'était proposé en service presse, je trouve les illustrations sont vraiment très belles. C'est du hardback aussi, encore une fois. C'est super beau, quoi. C'est super beau. Donc à voir. Et puis si ça me plaît, je pense que j'achèterai les 2 autres tomes, du coup. Alors là, j'ai fait tomber un livre. Marqué, vu le bazar de livres que j'ai, c'est pas étonnant non plus. Là, je les ai trouvés sur... ben non, je me trompe, c'est pas des services presse. Bon, ceux-là, on en parlera après, c'est pas des services presse. Je sais pas pourquoi je les ai mis là. Je me suis laissée emporter... par mon enthousiasme. J'ai reçu de Jérôme Patalano de l'autre côté des étoiles, qui est un roman jeunesse young adulte. J'ai eu pas mal de petites choses avec. Voilà. C'était très sympa, je trouve. Alors ça, c'est plutôt des marque-pages, mais pour un autre roman. Voilà. Et alors là, on suit Chloé, qui à l'aube de ses 18 ans, mène une vie tout à fait normale d'ado, sortie, flirte et devoir laisser de côté. Mais tout bascule lorsqu'elle découvre que sa réalité n'est qu'un masque cachant un terrible mensonge. Un autre monde l'attend, imprégné de mystère, de magie, de chevalerie, dominé par une force ancestrale universelle. J'aime beaucoup la couverture, je trouve très belle. Voilà, donc celui-là, je ne devrais pas tarder à le lire quand même, parce qu'il est sorti au mois de février. J'aimerais quand même en faire la review assez rapidement. C'est pas l'auteur qui m'a contacté, c'est quelqu'un qui s'occupe, c'est l'agence de Julie, je crois, qui s'occupe des auto-édités, je sais plus, je suis peur de vous dire une bêtise. Et puis là, j'ai été contactée par le community manager, enfin la community manager des éditions de l'Alchimiste, parce qu'ils ont aussi une section imaginaire, les éditions de l'Alchimiste. Du coup, j'ai reçu 2 de leurs romans, Hydrogène et L'homme qui n'existait plus. Alors, L'homme qui n'existait plus de Léa Farr-Izen. Dans un avenir proche, la réalité augmentée triomphe dans les esprits comme dans l'espace public. Antonin, directeur commercial d'une agence parisienne qui déploie cette technologie à des fins publicitaires, s'estime relativement chanceux. Dans un monde qui se délite, il tire son épingle du jeu. Pourtant, un beau matin de novembre, une catastrophe le frappe, plus personne ne le reconnaît. Pire, toute sa vie semble avoir été effacée. À quelle réalité appartient cette expérience improbable et comment y survivre? Ça a l'air assez particulier. J'avais déjà lu un roman comme ça où il y avait un homme qui disparaissait, mais je suis incapable de retrouver le titre. J'ai lu il y a longtemps. Ça me rappelle, même la couverture me rappelle d'ailleurs ce roman. Je trouve que ça en est assez proche. Et là, Hydrogène de Florence Wells. À quel moment Mathilde a-t-elle compris que leur monde basculait irrémédiablement? S'il est impossible de donner un jour, l'heure en revanche est restée gravée, tatouée dans les mémoires. Cet instant où Max, usé par l'inaction et l'inefficacité des mouvements écologistes, a décidé d'utiliser les grands moyens pour sauver notre planète.
Avec son groupuscule baptisé Hydrogène, ils ont accompli l'impensable. Plus rien ne sera comme avant. Max souhaitait un électrochoc mondial, mais mesurait-il la portée de ses actes? Voilà. Ah bah tiens, l'autrice est née à Lille en plus, bon, c'est pas très loin de chez moi ça. C'est pas très loin de chez moi, j'avais pas fait attention. Voilà, donc c'est vraiment assez court, je vais pas tarder à lire non plus. Parce que voilà, c'est de la SF ou du fantastique. Donc, et voilà, je suis contente que voilà, la personne m'ait contactée parce que c'est plusieurs fois que je voyais passer les éditions de l'alchimiste imaginaire et ils ont l'air de proposer des choses très intéressantes aussi. Donc vous savez, comme j'ai vraiment très envie de me plonger dans ces genres-là, c'est vraiment super. Et puis du coup, bah, maintenant, on va pouvoir embrayer sur les achats qui n'ont pas du tout été raisonnables, encore une fois, ce mois-ci. Je vais commencer avec les graphiques que j'ai achetés ce mois-ci. Alors, il y en a, c'est des premiers achats. Enfin, bref, il y en a, c'est des suites. Bon, il y a un petit peu de tout. Le tout premier, c'est Something is Killing the Children. J'avais acheté le tome 1 sur Momox le mois dernier. Là, on est sur le tome 2, The House of Slaughter. C'est de James Tynion 4. Alors, vous savez que là, j'ai plein de BD de James Tynion 4 que je dois lire. Donc, je vais peut-être réussir à en lire une quand même avant fin 2025. Ce serait pas mal. Voilà, donc on est dans un monde assez... voilà, où des enfants sont enlevés, retrouvés morts. Alors j'en ai entendu parler sur la chaîne de... Pour une fois, c'est un chroniqueur, d'ailleurs, c'est pas une femme, c'est un homme. Pas Curieuse Bibliothèque? Cette Curieuse Bibliothèque. En tout cas, c'est voilà, c'est par lui que j'ai connu cette BD, sinon je ne la connaissais pas. Et bon, j'avoue que ce qu'il en avait dit m'avait beaucoup tenté. Et voilà, et du coup, bah, je vais essayer de me prendre la suite. Alors c'est vrai que dans l'idéal, ce serait peut-être bien que je lise les premiers tomes pour voir si j'aime, mais bon. C'est-à-dire que quand voilà, il y a des occasions comme ça, j'en profite aussi. Celui-ci, j'en ai entendu parler, alors certainement sur la chaîne de Jodie, du livre de la crypte, mais je l'avais vu passer aussi ailleurs, Smile, on va plutôt être dans un roman d'horreur. Voilà, on va suivre un journaliste en freelance qui va se retrouver plongé dans une quête des plus angoissantes. Je crois qu'il y a 3 tomes de sortie. C'est chez Mangetsu aussi. Mais là, celui-là, je l'ai acheté. Voilà, donc je suis tentée aussi. Le côté horrifique m'appelle, évidemment. Voilà. Puis j'avoue que la couverture est super intrigante. Et c'est un Bouddha avec un rire qui... Non, je ne devrais pas rigoler à côté, c'est encore pire. Et c'est un Bouddha qui est vraiment super inquiétant, je trouve. Ils font les boules, hein. Franchement, ça fait penser au film. Ça n'a rien à voir avec le film Smile, hein. Vous savez, ce film d'horreur, c'est pareil, on voit des gens qui sourient. Je ne suis pas allée le voir, je ne sais pas trop ce que ça raconte. Je sais que c'est un film d'horreur. De toute façon, il suffit de voir la trombine des gens pour se rendre compte que c'est un film d'horreur. Mais voilà, j'ai continué d'acheter Les Liens du Sang, tome 4, chez Kiun, de Sujo Oshimi. Je n'ai toujours pas lu les premiers tomes, mais j'en ai tellement entendu parler. On va suivre une mère et son fils. Alors, vous voyez, là, l'image, elle est toute mignonne, toute jolie, pleine de belles choses. Mais apparemment, c'est des relations toxiques entre une mère et son fils. Je crois qu'il y a quand même 17 tomes. Par contre, je ne savais pas, quand j'ai commencé à acheter les premiers, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de tomes. Je vais voir si je peux les acheter au fur et à mesure en occasion. Mais ce serait peut-être bien aussi que je les lise, un de ces 4, parce que si ça se trouve, ça ne va pas me plaire. Alors celui-ci, j'ai acheté le roman, il est sorti aussi en manga, non c'est pas en manga, c'est en webtoon. Alors je sais pas si c'est chinois ou coréen par contre, c'est pas noté. C'est Le Grand Maître de la cultivation démoniaque de Mo Daozushi. C'est chez Komugi, alors c'est d'après une histoire originale de Mo Xiang Tongxiu. Je suis désolée pour les prononciations. On va suivre un homme qui se réincarne, je crois. C'est pas ça, oui c'est ça, et René, voilà, c'est un mage très puissant, il décède, il renaît dans le corps d'un jeune homme, et puis je pense que voilà, il va partir en quête. Alors j'aime beaucoup, les images sont très belles. J'ai acheté les 2 premiers tomes qui sont sortis chez Bookmark. Alors c'est pareil, il faut une superbe édition en collector, mais là j'étais sage, j'ai pris en brochet. Ouais, j'aime beaucoup les dessins. Et l'autrice, là, parce que c'est une autrice, Mo Xiang Tongxiu, je suis désolée, a écrit d'autres. Bookmark sont en train de tous les sortir. Il y en a une autre série qui est sortie, il y en a une 3e, là. Enfin, je me dis, bon, parce qu'après, des fois, on n'arrive plus à trouver le livre, il va falloir que je m'y mette. Et là, bah, c'est sorti aussi en manga. Alors, j'ai trouvé le tome 1 d'occasion, du coup, j'ai sauté dessus. Ah, c'est pas un manga, chaque fois je dis manga, mais c'est pas un manga. J'en ai profité en reparlant. Bon, en même temps, je vais vous faire. Pareil, ça c'est tiré aussi d'un webtoon. Je l'ai découvert sur je ne sais plus quelle plateforme. J'avais adoré, c'est Comment tuer la vilaine de Aegi et Yur April. C'est chez Pika.
C'est un tome 1, j'adore le personnage. On va suivre donc cette jeune femme qui, à la base, vivait dans notre monde et qui se retrouve à vivre dans un roman, un peu dans un isekai, qu'elle lisait, mais sans plus, évidemment, elle se retrouve dans la peau de l'antagoniste. Mais en fait, on commence, elle est déjà dans ce nouveau monde. Voilà, elle sait déjà où elle est, voilà, elle s'y est faite, enfin elle s'y est faite non, pas tout à fait, parce que contrairement aux autres héroïnes d'Isekai, voilà, qui se retrouvent comme ça projetées dans un autre monde, ou dans leur roman préféré, ou dans leur jeu vidéo préféré, elle veut à tout prix retourner chez elle. Elle n'a pas envie de vivre là, et c'est comme ça tout au long de l'histoire, en fait, on va voir comment elle fait. En plus, bon, je vous dis, elle est dans la peau de la grande méchante, elle est fiancée au prince, au futur roi ou empereur de ce royaume, sauf que lui la déteste parce que depuis longtemps il aime une autre jeune fille qui a été rabaissée, qui est une ancienne nonne et rabaissée au rang de servante puisque ses parents ont comploté contre l'empereur. Voilà, c'est voilà, des situations particulières et elle est vachement attendrissante en fait. Elle peut paraître très dure et très froide, mais elle est vachement attendrissante parce qu'elle veut retourner chez elle, même si elle se rend compte qu'il y a des choses qui n'allaient pas chez elle. Elle veut quand même y retourner, elle fait tout pour et puis voilà, on la voit, puis en même temps, bah, elle est dédaignée par le fils de l'empereur, il est abject avec elle, il est horrible. Tout le monde la déteste, mais bon, elle s'en fiche complètement parce que tout ce qu'elle veut, c'est rentrer chez elle. Et en même temps, on voit bah, le personnage dans lequel elle est réincarnée, on voit ce qu'elle a vécu avant qu'elle soit réincarnée. Et c'est une jeune fille qui a été élevée depuis toute petite pour être l'épouse du fils de l'empereur et d'avoir connaître ce dédain, d'être repoussée par tout le monde, d'être détestée, enfin c'est très dur, elle l'a pas demandé. On lui a pas demandé son avis non plus quand elle était gamine, quand on l'a élevée pour devenir une future impératrice. Voilà, je trouvais que c'était vraiment, c'était assez dur, ça aborde voilà, des moments très difficiles, mais j'ai trouvé ça vraiment très beau. Et je suis vraiment très contente qu'ils le sortent voilà, en version bah, webtoon, donc du coup sens de lecture occidentale et puis en couleur et du coup moins de fatigue pour les yeux, pour les vieux yeux. Celui-ci, j'en avais entendu parler, je ne sais plus par qui, il y a très longtemps. Apparemment, il n'y a que 2 tomes, je crois. C'est Arasaki, de Ryo Noshiro et de Shino Sakura. Je ne sais même plus, je vous dirai ce que ça raconte. Alors, c'est tiré d'un roman aussi. Quelques jours avant sa cérémonie de mariage, Hinata décide de rentrer dans son village natal, mais elle perd mystérieusement connaissance dans le train. Quand elle se réveille, elle est seule et tout semble avoir changé. Des flashs l'assaillent, elle tombe sur un cadavre et d'étranges ombres s'embrent les pieds. La lugubre légende d'Arasaki est-elle vraie? Ino doit absolument se sortir de ce cauchemar. Bon, je sais pourquoi je l'ai pris maintenant, au vu du sujet. Je ne sais plus qui en avait parlé, mais ça m'avait beaucoup tenté. Normalement, je n'ai pas oublié de graphique, donc je vais pouvoir vous parler maintenant peut-être des poches avant d'attaquer les grands formats. Vous pouvez voir que question poche, j'ai pas été très raisonnable non plus. En plus, on est allé, avec mes enfants, on devait aller chez Cultura. Et en fait, il y avait eu apparemment un accident à l'entrée de l'autoroute. On n'a pas pu y aller. Donc, nous sommes allés sur Arras. Il y a un furet du Nord, qui est une ancienneté très connue dans le Nord. Il y a un très beau furet du Nord à Lille, d'ailleurs, si vous avez l'occasion d'y aller. Je ne sais pas si maintenant, ils ont d'autres furets du Nord dans d'autres parties de la France. Donc les enfants ont trouvé des BD, ce qu'ils voulaient. Moi, j'ai pas trouvé, je cherchais des poches, j'en ai trouvé aucun. Puis on est allé à la librairie d'à côté, que moi je connais depuis des années, qui a d'abord été une librairie indépendante, qui a été achetée, qui a été rachetée, qui a rechangé de nom, qui voilà. Maintenant, ça s'appelle la Grande Librairie et je trouve que c'est resté toujours dans son jus. Il y a un petit côté, effectivement, librairie indépendante, librairie un peu à l'ancienne que j'aime beaucoup. Les enfants ont dit ah, mais c'est pas très beau, à l'intérieur, ça fait un peu vieux. Ouais, mais je trouve que ça fait tout le cachet du truc. Et tout au fond, vous avez une immense mezzanine. Et moi, j'ai toujours connu ça. Il y a plein de vieux livres. C'est que des étagères de vieux livres. Et là, en plus, ils ont rajouté ce qu'on appelle des géants. Vous savez, dans le Nord et dans la Belgique, il y a cette tradition des géants qui sont assez hauts. Chaque grosse ville a son couple de géants ou a son géant. Et là, il y a une géante comme ça qui est allongée sur toute une partie de la mezzanine. Elle est allongée avec un livre auprès d'elle. Je trouvais ça vraiment beau. Et voilà, j'avais vraiment l'impression de retrouver tout ça dans une vraie librairie en fait. Et c'était très agréable. Alors du coup, je suis en train de chercher voilà, les 3 poches que j'ai achetées. C'est les poches que j'ai cherchées chez Cultura, au furet que je n'ai pas trouvé. Donc là, je les ai trouvés tous les 3, donc j'étais super contente. D'abord, le chant de la nuit, pardon, Chant du cauchemar et de la nuit de Thomas Ligotti
chez Rivage. C'était déjà sorti en grand format, mais je crois qu'il n'était plus trouvable. Enfin, en tout cas, Rivage l'a ressorti. On va être sur un recueil de nouvelles assez horrifiques. Je l'avais déjà mis dans ma wishlist et Jodie des livres de la crypte en avait reparlé en disant il sort en poche. En fait, je n'avais pas fait le rapprochement. Bref. Du coup, je suis très contente de l'avoir trouvé en poche. Celui-ci, j'en ai tout simplement entendu parler sur le compte des éditions Gallmeister Totem. C'est Wake, la trilogie de l'éveil, le tome 1 de Robert J. Sawyer. On va suivre Kathleen Decker, qui a 16 ans, est une génie des mathématiques, mais elle est aveugle. Alors apparemment, ils vont lui mettre un implant oculaire révolutionnaire qui va lui permettre de voir, sauf que elle va voir des choses assez étranges et elle va plonger dans un autre univers. Bon, vu le résumé, j'avoue que j'ai pas résisté. C'est une trilogie, les 3 sont sortis d'ailleurs. Et puis celui-ci, je ne sais plus où j'en ai entendu parler. Après, je sais que Céline Lecture en a pas mal parlé aussi. C'est Le Jour des Triffides de John Wyndham. C'est pareil, c'était sorti. Alors Jodie en a parlé aussi. Elle a la vieille édition, mais la vieille édition, elle est hors de prix. Enfin, j'ai regardé, elle était hors de prix, donc j'ai pris la nouvelle édition en poche. Et voilà, c'est un homme qui se réveille, et quand il se réveille, il y a des éclats de comètes qui a rendu la quasi-totalité de l'humanité aveugle. Et puis il y a des plantes apparemment aussi qui commencent à envahir Londres. Donc bon, j'ai bon retour un peu mitigé, mais apparemment c'est quand même intéressant, c'est quand même à découvrir parce que il date, je sais pas de quand date le livre, mais l'auteur est mort en 1969, donc ça date un petit peu. Mais ça me tentait bien aussi, parce que là je me dis des poches, c'est plaisir à moindre coût. Ensuite j'ai trouvé plein d'autres poches en occasion. J'ai pris Sauvage de Jamie Bradbury, pareil c'est toujours chez Totem. Ensuite, Tracy, 17 ans, qui sillonne avec ses chiens de traîneau les immensités enneigées de l'Alaska. Amoureuse de la nature sauvage, elle possède un secret, un don hors norme hérité de sa mère qui la relie de façon unique aux animaux, mais peut-être aussi aux humains. Sa vie bascule le jour où un inconnu l'attaque en pleine forêt puis disparaît. Voilà, donc apparemment, c'est des choses assez étranges. Je crois que c'est Séverine, il est bien ce livre qui en a parlé. Voilà, le côté mystérieux m'a beaucoup attiré. Je pense qu'on va être aussi sur du nature writing, mais c'était surtout le côté mystérieux et cette connexion qu'elle a avec les animaux qui m'attirait. Celui-ci, ça fait un moment que j'en ai entendu parler, je ne sais plus où, séquestré de Shelly Stevens, c'est chez Pocket. Annie a été séquestrée, elle a passé 12 mois en enfer dans une cabane perdue au fond de la forêt. Annie est libre, enfin, mais les séances chez le psychologue lui font revivre chaque minute. Annie est sauve, le plus dur est derrière elle, du moins le croit-elle. C'est assez mystérieux et j'avais vu de bons retours dessus. C'est tout dont je me souviens, je ne sais plus sur quelle chaîne j'en ai entendu parler. Nous allons tous très bien, merci. Alors là, c'est de Daryl Gregory, toujours chez Pocket. Alors par contre, c'est la Bibliothèque de l'étrange qui en a parlé sur sa chaîne. On va suivre 5 personnes traumatisées, victimes de maniaques, poursuivies par leur peur, leurs démons, prisonniers d'un choc post-traumatique et rassemblés par le docteur Ian Sayer pour une thérapie de groupe. Médecin psychiatre, elle est là pour les aider, les amener à se libérer des événements qui ont irrémédiablement marqué leur vie du sceau de l'horreur. Mais quelque chose de plus profond les lie tous. Une menace que certains d'entre eux sentent, d'autres voient, dont ils portent la marque dans leur chair, leurs os. Voilà. C'est pareil, ça a l'air... on va être dans le glorifique aussi, je pense. Et puis celui-ci, c'est pareil, c'est Jodie qui en avait parlé, je m'en souviens très bien, parce qu'elle l'avait lu en anglais, alors je ne sais plus le titre en anglais, et le Bélial l'a sorti dans sa collection Une heure lumière, c'est As-tu mérité tes yeux de Eric Larocca. Je crois que c'est une femme qui... elle commence à discuter par internet parce qu'il y a une femme qui recherche un objet et l'autre elle lui propose, mais genre ça doit être un objet à la con, genre ça doit être un couteau, je ne sais plus quoi. Elle commence à discuter et apparemment ça devient assez toxique. Alors je sais pas pourquoi on a cette salamandre d'ailleurs qui est dessinée sur la couverture. Je sais pas quel rapport ça a, mais... Bon, Jodie on a tellement parlé de ce livre que quand j'ai vu que le Bélial l'éditait, j'ai tout de suite foncé, que je l'ai trouvé d'occasion en plus. Bon, ayant beaucoup aimé le secret, enfin le chemin de G, j'ai pris les 2 premiers tomes, pareil, d'occasion. Le secret de G, tome 1 et 2 de Pierre Grimbert. Hein. G, c'est une île assez mystérieuse, voilà, qui va être explorée par des humains où il va se passer des choses un peu étranges. Celui-ci, je ne sais plus qui en a parlé. C'est Le songe d'une nuit d'octobre, en rappel au songe d'une nuit d'été de Shakespeare. C'est de Roger Zelany. Par contre, j'aime beaucoup les dessins. C'est une vieille édition de chez J'ai lu SF. Et je trouve que les dessins, on voit Frankenstein, on voit une faucheuse, on voit une colombe.
un vampire, je pense, c'est ce qu'on dirait Sherlock Holmes à côté, sera pendant l'horreur d'une nuit profonde, la dernière d'octobre, maintenant c'est la nuit de Samhain, la lune sera pleine, on a un mois pour préparer le jeu, pour collecter les outils, déjouer les plans de ceux de l'autre camp, trouver l'endroit magique. L'enjeu est de taille, si ce sont les ouvreurs qui gagnent, alors les anciens dieux reviendront et je ne vous dis pas la catastrophe. Alors, on va avoir Jack l'Éventreur, Dracula, Rasputin, Frankenstein, plein d'autres. Par contre, ça, je n'avais pas vu derrière, c'est un livre que j'ai acheté d'occasion, mais qui vient d'une bibliothèque à la base. Ce qui est permis, hein. Vous pouvez, voilà, les livres qui sont ce qu'on appelle désherbés d'une bibliothèque, vous avez le droit de les donner ou de les revendre, selon ce qui a été décidé en municipal du moins. Mais vous pouvez, donc c'est pas, ne vous étonnez pas de voir des fois des livres qui viennent de bibliothèques. Ensuite, bah, celui-ci, c'est Séverine, je pense qu'il en a parlé, Les quatre coins de la nuit de Greg Holden. On va suivre Bank Arboug et Mac Steiner qui achèvent leur ronde de nuit lorsque tombe le message radio. Une enfant de 12 ans a disparu. Elle était partie faire un tour à vélo et la mère a retrouvé la bicyclette, mais pas sa fille. Alors, les deux policiers pensent à une autre fillette qui a disparu 7 ans plus tôt. Bon, apparemment, c'est très bien fait. C'est un roman très noir, policier, mais qui est très addictif. Et puis, ça, c'est pas, je crois que c'est Jodie qui a dû en parler. Ces deux-là, Rose House, ou c'est la bibliothèque de l'étrange, je ne sais plus. De Arkady Martin chez J'ai lu, une maison dotée d'une intelligence artificielle, ça n'a rien d'extraordinaire. Mais une maison dont chaque élément abrite une entité pensante non humaine, c'est beaucoup moins courant. Puis la mort de son concepteur un an plus tôt, Rose House est close, conformément au testament de l'architecte. Pourtant, l'IA signale à la police la présence d'un cadavre entre ses murs. Voilà. Bon, on est dans une maison très mystérieuse, mais avec un petit côté interrogation sur les IA. Et celui-ci, pareil, c'est... je vais enlever l'étiquette sur le côté. Jodie qui en avait parlé, Under the Skin. Et voilà, on va suivre une femme qui séduit des hommes. Et je sais pas, la façon dont elle a parlé, ça me disait quelque chose. Et puis en lisant le résumé, j'ai dit oui, mais ça me rappelle un film avec Scarlett Johansson et j'avais pas retrouvé le nom. Effectivement, c'est marqué adapté au cinéma avec Scarlett Johansson. Je pense que c'est le même titre, ça doit être Under the Skin aussi. C'est un film très étrange, hein, effectivement, parce qu'on va parler de créatures aliens. Mais elle est sur Terre pour effectivement, elle s'empare de l'enveloppe d'une femme, elle séduit des hommes pour les amener à son supérieur, une entité assez mystérieuse. Le film est un peu what the fuck, hein. C'est très étrange, il y a très peu d'effets spéciaux, c'était vraiment bizarre. Et voilà, elle est un peu sans sentiment et petit à petit, on va la voir poser un autre regard sur l'humanité. Je pense que dans le film, il y avait des scènes quand même qui étaient vraiment très prenantes, très poignantes. Il y en a une qui était vraiment très, très dure. Il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas de trucs d'horreur, hein, c'est pas sanguinolent, mais c'était, voilà, on voyait ce qu'était le sacrifice et en même temps, on voit aussi toute l'horreur de l'être humain, quoi. Donc voilà, je pense qu'elle va être confrontée à ça. Du coup, bah, je suis contente en fait de savoir que c'est adapté d'un roman pour pouvoir un petit peu plus creuser parce que j'étais restée avec des questions avec le film. Je pense que je vais certainement rester encore avec des questions. Mais en tout cas, voilà, ça, du coup, c'est super bien d'avoir pu trouver ce livre. Maintenant, je vais passer au grand format. Et là, je peux vous dire qu'on sent que Vinted est passé par là. J'ai des livres qui... Enfin, la pile, elle est... Et il va falloir que à mon avis, que je sépare en deux parce que c'est la cata. La cata. Il faut vraiment que je me calme le mois prochain. C'est plus possible. Oh, mais il y avait trop de tentations. Et c'est vrai que je le dis toujours, mais Vinted... Je me mets face à la caméra pour parler, c'est mieux. Vinted est le diable. C'est terrible. D'ailleurs, c'est sur Vinted que j'ai trouvé ces deux beautés, toujours de chez Calix. Hein. Encore une fois, je peux comprendre qu'on n'aime pas trop le jaspage. Moi, j'aime bien aussi leur couverture un peu... comme ça, un peu tissé, j'aime beaucoup. J'ai pris The Shadow Cabinet de Juno Dawson, qui est la suite de je ne sais plus, le tome 1, je ne sais plus. Je ne sais plus. J'ai toujours pas lu le tome 1, mais bon, je ne désespère pas de le lire un jour. Donc, on est pareil dans du fantastique. Et j'ai pris Alsic of Shadow de Laura Sébastien, parce que là, on va parler de légendes arthuriennes. Et adorant tout ce qui a trait aux légendes arthuriennes, je n'ai pas pu passer à côté. En plus, on va s'intéresser au personnage d'Hélène, qui est un personnage qu'on voit très très peu quand même dans les réécritures de légendes arthuriennes. J'ai trouvé, je crois que c'est sur Momox, ouais. J'ai trouvé Clark Ashton Smith, les 3 intégrales que Nemos avait éditées. Alors, je pense qu'ils vont les rééditer, mais là, ils sont en train de les rééditer en hardback, ce qui fait que c'est pas donné. Là, j'ai trouvé les 3. Alors, ils sont un petit peu abîmés, mais voilà. C'est
Clark Ashton Smith, c'était un contemporain de Lovecraft. Il échangeait beaucoup de courriers avec lui. Donc, on va retrouver le côté horreur cosmique dans ses œuvres. Après, j'espère que je vais aimer parce que j'ai pris les 3 intégrales. Je ne les ai pas trouvées très chères, mais quand même. Celui-ci me tentait, je l'avais repéré déjà dans les sorties, c'est Écho d'humanité. Par contre, je n'avais pas vu que c'était un tome 1 de Johan Dubos aux éditions Plume Blanche. On est dans le futur et les gens peuvent louer leur corps pour une année. C'est-à-dire qu'on met en quelque sorte leur conscience en état de sommeil et on va se servir de leur corps. Je pense qu'ils ne savent pas à quoi servir leur corps. Et malheureusement, il y a un corps qui disparaît, enfin une personne qui disparaît, et il y a voilà, un commissaire ou un policier, je ne sais plus, qui est censé enquêter. Je trouve l'image très très belle en plus. Puis voilà, Johan Dubos, voilà, j'en ai beaucoup entendu parler au niveau de tout ce qui est science-fiction notamment. Donc ce sera l'occasion aussi de découvrir cet auteur. J'ai craqué aussi sur ce roman qui vient des éditions du Héron d'Argent, Les Nouveaux Dieux. Alors, il y a peut-être un petit côté un peu kitsch à la couverture, mais moi j'aime bien. Voilà, j'aime bien. On va suivre 5 frères et sœurs au pouvoir exceptionnel qui sont enfin, des divinités, mais qui n'ont plus le moins de souvenirs de leur vie antérieure. Donc je suppose qu'ils ne savent pas de quelle entité ils sont issus. C'est de Guy Robin. Alors à savoir qu'en ce moment, les éditions du Héron d'Argent sont en train de refaire une campagne Ulule justement pour de nouveaux livres qu'ils proposent. Et puis alors ce que j'aime bien, je l'ai eu d'occasion le livre. J'ai tout avec. Déjà, je le trouve super beau. Et voilà, j'ai eu le marque-page avec. Voilà. Les Nouveaux Dieux. Alors, je pense que ça, c'est les personnages principaux. Il doit être leur sympathique maison, je ne sais pas trop. Voilà, tout était avec. Ça, moi, je veux dire, je vous les montre n'importe comment. Là, je dis oui tout de suite, quoi. C'est... Non, ça marche pas. Voilà. Et je vous ai pas montré celui-ci, je vous l'ai déjà montré. Voilà, donc j'ai tout été avec. C'est pas la première fois que ça m'arrive, ça, chez Momox. C'est-à-dire que vous avez les marque-pages ou les goodies, des fois, qui accompagnent le livre que vous achetez d'occasion. Donc, bah, écoutez, moi, je ne dis pas non. Hein. Celui-ci, j'en avais entendu parler sur Bookstagram, le livre du Fossoyeur de Olivier Poch. Je ne sais pas si je prononce bien, chez HarperCollins Noir. On est en 1893 à Vienne. Alors qu'il est tout juste muté à la capitale, l'inspecteur Léopold von Herzfeld hérite d'une affaire sanglante. Une femme est retrouvée égorgée et empalée dans le parc du Prater. Pour élucider ce meurtre, Léo applique les règles innovantes de criminalistique. Mais sa passion pour les nouvelles technologies n'est pas vue d'un bon oeil par tous ses collègues. Qui est donc ce jeune juif arrogant dont les méthodes relèvent plus de la sorcellerie que du travail policier? Et il va être aidé par Augustin Rothmeyer, l'étrange fossoyeur du cimetière central, et Julia Wolf, la séduisante téléphoniste à la direction de la police. Voilà, donc ça a l'air... Je trouve qu'il y a un petit côté ambiance gothique, horrifique, du coup ça me tentait énormément. Puis j'ai vu un bon retour aussi sur son Bookstagram. Celui-ci, c'est Jodie aussi qui en a parlé, De son sang de Capucine Delattre, aux éditions de La Ville Brûle. Là, on est dans un sujet pas facile puisqu'on va suivre une femme qui ne ressent pas d'amour pour son fils. Alors ça peut arriver, hein, hélas. Mais le truc, c'est que elle va découvrir l'amour maternel, l'amour inconditionnel pour un autre petit garçon qui n'est pas son fils. Voilà, donc je serais curieuse de voir comment l'autrice va traiter ce sujet qui est quand même très sensible. Parce que oui, la maternité, l'amour maternel n'est pas quelque chose d'inné. Mais en plus, voilà, qu'elle soit pleine d'amour pour un autre enfant, en plus, c'est assez déroutant. Donc voilà, Jodie en avait parlé en disant que ça avait été une très bonne lecture. Donc c'est pareil, j'étais curieuse de le découvrir. Celui-ci, je vous en avais parlé dans les sorties du mois de février, dans le ventre de Fianacine de Fanny Chartres. C'est pareil, on va suivre aux éditions 9 de l'école des loisirs. On va suivre une gentille petite famille qui voilà, va s'installer dans une maison en Irlande, un peu paumée, et il va commencer à se passer des choses bizarres. Ai-je besoin d'en dire plus? C'est tout à fait le genre de livre que j'adore. Alors celui-ci, je l'ai trouvé sur Vinted à 10 €. J'ai pas pu ne pas le prendre. J'avais un petit peu peur, parce que sur le coup, j'avais pas envie d'y aller. Et je me suis dit, ouais, mais quand même, apparemment, il y a des petits trucs en plus par rapport au film. C'est un film qui m'avait fortement marqué, que tout le monde connaît, Jaws. Alors l'auteur, c'est... Est-ce que ça va être noté? Peter Benchley, parce qu'en fait, le nom de l'auteur, on le sait pas. Chez Gallmeister, ils ont sorti comme ça. Il y a juste un petit peu décollé à ce niveau-là, il faudra que je remette de la colle. Et voilà, que vous avez le livre, le coffret et le livre qui se présente comme ça. Bon, en soi, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est vrai, je crois qu'à la base, il est à 30 €. Je trouvais qu'il était cher quand même.
pour ce que c'était. Moi, je l'ai trouvé à 10, donc je l'ai pris tout de suite. Je n'ai pas cherché plus loin. Ça, c'est pareil, la bibliothèque de l'étrange qui en a parlé. Le prix de la folie de Sam Cujo, c'est un auto-édité. On est dans un centre commercial, mais apparemment, il commence à se passer des choses étranges. Plongé dans les abysses du nouveau roman de Sam Cujo, où l'horreur et le fantastique s'entrelacent dans une danse diabolique menant tout droit au cauchemar. La bibliothèque de l'étrange en avait beaucoup parlé en bien, donc ça m'a tenté. Il a sorti un nouveau roman, Sam Cujo, qui a l'air pas mal du tout, qui a l'air de se passer dans l'univers du cirque en plus, qui a l'air très bien. École pour filles, je ne sais plus qui en a parlé. On est dans un... Mais c'est pas grave, c'est de Ariane Le Sart, c'est aux éditions La Ville Brûle aussi. C'est une maison d'édition que je ne connaissais pas, là ça fait 2 fois que j'achète 2 de leurs livres. Un pensionnat perdu, 2 fois que j'achète 2 de leurs livres. Bon bref, j'ai acheté 2 de leurs livres. Un pensionnat perdu dans la forêt, des savoirs occultes, des adolescentes sauvages et parfois cruelles, des peurs et des désirs. On m'en a pas fallu plus pour, voilà, pour le rajouter dans ma wishlist. Je trouve la couverture en plus très particulière. À celui-là, je l'ai enfin trouvé d'occasion et en broché parce que je ne voulais pas en relier, vu que les 2 premiers, je les ai en brochet, et je voulais quand même continuer la série, mais j'ai eu un mal de chien à le trouver. C'est Les Liens du Destin, livre 3, Blood Bonds, c'est aux éditions Corrigan, c'est de Djibri. On suit voilà, une jeune fille qui fait partie à la base, enfin, c'est pas trop explicité en fait dans le livre. On est dans un monde où les gens forment des cercles, c'est-à-dire qu'il y a une personne, une femme ou un homme, voilà, c'est plutôt des jeunes filles, ouais, une femme. Voilà, c'est une jeune fille, évidemment, l'héroïne. Elle est le cercle, elle est celle qui va donner toute la puissance aux gens de son cercle, notamment ses amants. Alors, dans les premiers tomes, je vous rassure, dans le premier tome, il n'y a pas de scène de smut. Il y a une scène qui est un peu, mais qui est dénoncée, qui est un peu dérangeante, mais qui est dénoncée en tant que telle. Dans le deuxième, il y a un petit peu, pas grand-chose. Voilà, on n'est pas dans du... pour l'instant, ça va, ça restait assez soft. J'espère que ça va continuer parce que bon, moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est plus le développement des personnages. Après, ça se lit très bien, c'est de la lecture détente, hein, faut pas se prendre la tête. Voilà, ça finit sur un plot twist au niveau du tome 2. Par contre, il y a 6 tomes. Donc, je vais voir si, voilà, si le tome 3 me plaît toujours autant pour continuer la série. Je me remets devant la caméra. Ah bah j'ai oublié un petit poche, ça m'aurait étonné que j'en oublie pas un en route. Je me suis acheté le problème à 3 cordes du Liu Cixin parce que je l'avais déjà emprunté 2 fois à la Mediatek. Et en fait, comme c'est de la hard SF et que c'est une brique, j'ai jamais le temps de le lire. Après, je ne veux pas le garder trop longtemps pour le laisser à disposition d'autres lecteurs, même si c'est pas ce qui sort le plus. Mais quand même, donc je me suis dit, là je vais me l'acheter, comme ça, voilà, je pourrai le lire tranquillement à mon rythme et ce sera beaucoup plus simple. Ça, je l'ai trouvé, alors c'est pareil, c'est sur les recommandations de Il est bien ce livre, de Séverine. On est dans un policier, je crois. Eden, 11 ans, a disparu en rentrant de l'école. Les recherches sont confiées à l'inspecteur Dwight Myers, anciennement sergent à la police de Los Angeles, et à son coéquipier Buddy Holcomb. Quand 3 enlèvements de fillettes sont signalés dans le même temps à Los Angeles, la piste d'un terrible réseau criminel semble se confirmer. Mais à mesure que l'enquête progresse, des zones d'ombre autour de la figure d'Eden surgissent. C'est vrai, on en avait beaucoup parlé, c'est chez les éditions Viviane Ami, c'est de Christophe Pénalan, je ne vous ai même pas dit le nom d'auteur. Et puis je vais finir avec celui-ci, je pense que j'en ai pas oublié quand même, Lune rémanente de Masakuni Oda aux éditions Rivage. Alors j'ai vu des retours plus ou moins contrastés, divergents alors, je sais pas si c'est vraiment un roman ou un recueil de nouvelles avec un fil rouge, je sais pas trop. J'ai pas voulu trop en savoir parce que le résumé m'avait vraiment hypé. Une étrange épidémie se répand au Japon. À l'approche de la pleine lune, les personnes infectées sont prises de pulsions irrépressibles, voient leur capacité croître, plus sombre dans la catatonie. Comme toutes les victimes, Toga Uno est arrêté par l'agence sanitaire et parqué dans un sanatorium sécurisé. Mais ses compétences au sabre lui valent d'être enrôlé dans des combats clandestins organisés par une élite dépravée au cours desquels il tentera de regagner sa liberté et de sauver la femme qu'il aime. Alors ce roman est précédé de 2 nouvelles offrant une variation sur le thème de la lune, composant un triptyque fascinant à la croisée du fantastique et de la SF. Donc c'est pour ça que ça me tentait. Je sais pas, à voir, l'image est très particulière. Bon, je suis toujours attirée par ce que fait Rivage, j'ai pas eu l'occasion d'en lire beaucoup. Mais voilà, je trouve qu'il propose des choses qui changent un peu de l'ordinaire. Donc je me suis dit, allez. Ah non, c'était pas le dernier, j'en ai oublié tout un tas. J'ai trouvé Va au diable de Sanguine aux éditions du Chat Noir. J'avais beaucoup aimé... Ah, moi j'ai pas retrouvé l'autre.
C'est avec, en fait, on retrouve la même héroïne. Là, va au diable, on va surtout s'arrêter sur cette héroïne-là, Nessa, qu'on retrouve dans l'autre novella qui a écrit Sanguine. Je vais pas retrouver le nom. Ah, c'est pas va, non, c'est va au diable. Ah, j'ai pas retrouvé le nom, c'est horrible. C'est horrible. J'avais beaucoup aimé en plus. Donc en fait, l'autre, c'est presque un préquel puisqu'on va découvrir l'histoire de Céleste qu'on voit apparaître dans celui-ci. On va suivre une tatoueuse qui apparemment va passer un pacte avec le diable. Celui-ci, bon, mon amour des vampires, je n'ai pas pu résister. J'étais Dracula le maudit de Arthur Tenor chez Scrigno. C'est vraiment un très court roman. Hein. Donc je pense que c'est Dracula qui va raconter son histoire. Avec une très belle illustration au début. Il est très court, hein. Par contre il est très court, puis très aéré. Bon, après c'est Scrigno, c'est souvent young adulte. Celui-ci, je me suis laissé tenter, parce que j'ai trouvé d'occasion. J'espère que ça va pas être trop romantasy et pas trop de smut non plus, mais on verra bien. C'est Powerless de Lorraine Roberts. Je crois que c'est à base, il va y avoir des épreuves à passer. Seuls les êtres extraordinaires ont leur place au royaume d'Ilia. Seuls ceux qui disposent d'un pouvoir ont le droit de vivre. Paladin fait partie des ordinaires chassés et tués pour préserver cette société d'élite. Son existence même est un crime. Pour survivre, Paladin se prétend médium et mène une vie de voleuse dans les bas-fonds. Elle parvient à faire profil bas jusqu'au jour où elle sauve sans le savoir l'un des princes d'Ilia. Elle est alors choisie pour les épreuves de la purge, une compétition brutale censée mettre en valeur les pouvoirs des élites dont elle est entièrement dépourvue. C'est vrai qu'il y avait un petit côté, je pense, Hunger Games qui a plu. Alors j'espère que ça va pas être un copier-coller de... Le livre est très beau, hein. D'Hunger Games et j'espère qu'il va avoir sa propre originalité. Ce sera pas trop romantasy non plus. Bon, mais là j'avoue que c'est un petit risque que j'ai pris. Je sais pas trop, on verra bien. Alors celui-ci, qu'est-ce qui en a parlé de celui-là? Je ne sais plus si c'est Jodie ou si c'est Séverine. C'est les Sœurs de Fall River. On est en 1892 à Fall River. Oui, c'est l'histoire de Lizzie Borden, vous en avez peut-être déjà entendu. Alors ça, c'est de Sarah Schmidt, pareil chez Rivage. Pareil, c'est un livre qui vient d'une médiathèque, ça, qui a été enlevé d'une médiathèque. Je vais mettre un truc dessus, c'est pas beau. Lizzie Borden, vous en avez peut-être déjà entendu parler de cette femme, cette jeune femme qui a bon, en fait, un jour, on retrouve son père assassiné à coups de hache, je crois, sa belle-mère aussi. Et voilà, et Lizzie Borden, évidemment, tout le monde au début, la pauvre, elle a perdu son père, sa belle-mère, et puis petit à petit, des soupçons vont se porter sur elle en se demandant si c'est pas elle qui aurait commis ces crimes. Il y a même un film qui a été fait, mais je ne sais plus comment il s'appelle. C'est une histoire vraie, hein, moi je vais pas vous dire, moi ce que j'en sais au niveau de l'histoire, comment ça se termine, mais voilà, il y a eu des soupçons. Donc je ne sais pas quelle interprétation va en faire l'autrice, mais c'est une histoire qui est assez fascinante, surtout par sa fin et bon, sans le pourquoi en fait. Je me suis laissée tenter par une braise sous la cendre. Je vais peut-être pouvoir enlever cette magnifique, ce magnifique truc là autour de Sabataillère. J'avais beaucoup hésité parce qu'on est encore une fois dans du fantasy young adulte, mais j'ai vu de bons retours et c'est aux éditions Big Bang. Je vais peut-être avoir la possibilité d'avoir le tome 3. Donc je me suis dit, bah écoute, lis avant. J'ai le tome 1 que j'ai trouvé d'occasion. Donc c'était le moment ou jamais d'en profiter. Je me dépêche parce que ma mémoire elle est en train d'exploser. J'ai acheté aussi Pénitence de Elisa Clark. En fait, on va 3 adolescentes, elles sont dans un McDo, voilà, elles sont en train de faire un peu les faux folles, tout va bien, la vie est belle et tout. Sauf qu'elles ont laissé leur ami brûlé dans les murs d'une cabine de plage. Très sympa. Et en fait, on se retrouve 5 ans plus tard et un journaliste va réouvrir cette histoire. Bon, celui-ci, voilà, comment dire, entre le pitch et le bel objet livre, je vais vous enlever les étiquettes, c'est The Great Library of Tomorrow. Alors, malheureusement, c'est aussi un tome 1, le livre de la sagesse de Rosalia Aguilar Solas. Là, c'est aux éditions Actu SF, il est vraiment très beau. Alors, on va suivre des gens qui s'occupent de la grande bibliothèque, mais je crois qu'il y a un livre qui disparaît, ils vont partir à la recherche de ce livre. Ça a l'air assez mystérieux, j'aime beaucoup, je trouve qu'il est vraiment très très beau. C'est Actu SF, oui, je n'ai pas dit de bêtises. Celui-ci, je le cherchais depuis un moment. Alors, sur Vinted, on le trouvait qu'en en relié collector et à des prix, mais nous, on ça allait jusque 120 €. C'est franchement honteux. Et je l'ai enfin trouvé en brochet et pas très cher. Parce que pareil, les brochets commençaient à arriver à des 40-50 €. Bon, après, c'est une bricasse. Hein.
le truc. C'est le livre maudit d'Azraël, c'est le tome 1 de Gods and Monsters de Amber V. Nichols, c'est aux éditions Lost Kingdom de chez Bookmark. Voilà, on va suivre alors, plusieurs personnages, une histoire assez fantastique. Le tome 2 va sortir, sachez que si ça vous intéresse, ils vont ressortir le tome 1 en brochet, mais aussi en version collector. Donc n'allez pas l'acheter sur Vinted à 80 ou 100 ou 120 euros. Mais voilà, profitez, attendez qu'il ressorte parce que franchement, je trouve ça honteux de ce qu'il faut. Voilà, cette fois, c'était bien le dernier livre. Je m'arrête ici pour cette vidéo qui va être très longue. J'en suis désolée. Bon, je vais essayer de me calmer quand même pour les mois prochains. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains de ces livres, s'il y en a qui vous tentent. C'est vrai qu'on avait parlé de faire des lectures communes. N'hésitez pas, si vous avez un Bookstagram, me contacter par Instagram, il y a le lien en barre d'infos, si vous souhaitez qu'on se fasse une lecture commune sur un de ces livres. Je vous laisse ici et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!